Bien, bonjour à tous. Conférence intitulée « Comment éviter les pièges de la copropriété ». C'est un titre racoleur pour en définitive parler d'une chose extrêmement classique. C'est chaque année normalement à la fois un rappel rapide des nouveaux textes qui ont été publiés et qui sont immédiatement applicables et d'autre part une petite revue de jurisprudence. Pour ceux qui ont déjà assisté à cette conférence, je précise que habituellement je suis en compagnie d'un magistrat à la Cour de cassation. Malheureusement, cette année, la Cour de cassation est submergée, n'est-ce pas ? Les magistrats sont bloqués, donc je me retrouve un peu tout seul au dernier moment. Alors, vous m'excuserez de ce soliloque. Pour autant, je vais vous parler effectivement d'un sujet qui a été abordé dans une autre conférence, qui est celui d'un décret, pour commencer, alors que je ne me trompe pas, parce que moi, alors là, ça tombe mal, ça y est. Voilà. D'un décret. Je ne vous parlerai pas de la loi Elan. Enfin, presque pas. Je ne vous parlerai surtout pas de l'ordonnance du 30 octobre dernier, qui fait l'objet d'autres conférences, beaucoup plus intelligentes que celle-ci, beaucoup plus détaillées. Mais en tout état de cause, ce sont des textes qui ne rentreront en vigueur qu'à compter du 1er juin 2020. Donc, nos syndics, nos conseillers syndicaux et nos copropriétaires auront un certain temps pour assimiler ces nouvelles dispositions, fort nombreuses, même si elles ne sont pas aussi nombreuses que nous l'aurions souhaité sur certains points. Mais c'est une autre histoire, je n'en parlerai pas. Par contre, au point de vue réglementation, plusieurs décrets ont été publiés. Décrets à valeur technique. Il y en a un qui nous dit que si le syndic ne remet pas au conseil syndical les documents que celui-ci exige dans les délais prévus, eh bien, il sera tenu d'une indemnisation de 15 € par jour de retard. C'est passionnant, mais ce n'est peut-être pas le quotidien de notre copropriété. Par contre, il y en a un autre qui vient d'être détaillé d'ailleurs dans une autre salle qui concerne l'informatique et la mise en ligne des documents de la copropriété, qui est aussi d'un intérêt quotidien, mais qui a fait l'objet donc d'un exposé complet. Pour ma part, je ne vais vous parler que d'un seul décret, celui du 27 juin 2019, portant diverses mesures relatives au fonctionnement des copropriétés. En réalité, j'ai tronqué, parce qu'il va plus loin. Il nous dit portant diverses mesures relatives au fonctionnement des copropriétés et aux actes d'huissier. Je ne vais pas vous parler des actes d'huissier, savoir comment ils se font ouvrir la porte par le concierge, par un copropriétaire ou autrement, par le syndic. C'est là encore quelque chose d'assez technique qui ne nous concerne pas directement. Par contre, le surplus de ces dispositions est important. Oui, là je rappelle très rapidement que vous savez que le corpus, ce qu'on appelle le corpus législatif, ce grand mot, le corps législatif, en matière de copropriété, comprend nécessairement deux parties. Une partie qui est dans la loi, c'est notre loi de 1965 dont nous parlons sans cesse, et une partie qui est réglementaire. C'est le décret du 17 mars 1967. Toutes les modifications à ce décret, comme aux modifications de la loi d'ailleurs depuis lors, ont été insérées dans la loi de 65 ou dans le décret de 67. Donc je vais vous parler des modifications que le gouvernement a faites au décret à la suite notamment de la loi Elan, et certaines de ces modifications d'ailleurs ne sont pas tout à fait en conformité avec les futures dispositions de la loi Elan, mais on n'est pas à ça près. Il y a deux ou trois choses comme ça qu'on pourra signaler qui sont assez amusantes d'un point de vue procédural notamment, ou dans le nouveau texte de l'ordonnance, on nous parle du juge des référés alors que celui-ci va disparaître au 31 décembre, enfin du juge statuant comme en matière de référé alors que celui-ci va disparaître au 31 décembre. Donc il y a quelques petites incohérences, mais enfin c'est pas très grave. Revenons à des choses pratiques. L'article 5 du décret, vous connaissez, c'est l'état daté. Vous savez, l'obligation pour le syndic, à la demande du notaire en cas de vente, ou de l'avocat, si c'est une vente à la barre du tribunal, de remplir un document extrêmement détaillé d'une
bonne quinzaine de pages, qui se divise en 3 parties. Dans la première, on nous dit ce que le syndic doit préciser, ce que le copropriétaire vendeur doit au syndicat. Dans la deuxième, ce que le syndicat est susceptible de devoir au copropriétaire vendeur. Et dans la troisième, des renseignements complémentaires. Ce décret a été modifié pour une raison toute simple, c'est que l'article 19.2, qui est un article relatif à une procédure de recouvrement accéléré du budget et des charges depuis la loi Elan, alors qu'auparavant c'était une procédure accélérée pour recouvrer simplement le budget. C'est-à-dire que lorsqu'on vote les travaux, on ne pouvait pas utiliser cette procédure. Par contre, lorsqu'on vote le budget, on pouvait utiliser cette procédure pour obtenir un paiement rapide. La loi Elan a dit, bien, désormais, on pourra utiliser cette procédure à la fois pour recouvrer les provisions sur charge, les provisions sur budget et les provisions sur travaux. Donc, le décret en tient compte et il nous dit, eh bien, désormais, le syndic indiquera les provisions pour les périodes postérieures à la période en cours est rendue exigible en raison de la déchéance du terme prévu par cet article de la loi du 10 juillet 65 en supprimant les mots pour le budget prévisionnel, puisqu'auparavant c'était uniquement pour le budget prévisionnel. Je ne vois pas pourquoi j'insiste, parce que, soit dit d'entre nous, l'ordonnance, enfin, pas l'ordonnance, une autre ordonnance relative à la procédure a supprimé purement et simplement la possibilité offerte par la loi Elan de recouvrer les charges sur travaux par le biais de l'article 19.2. Bon. Donc j'insiste pas, excusez-moi, c'est peut-être un peu trop technique. On va passer à autre chose. On passe à la convocation à l'Assemblée générale. On nous ajoute, dans l'article 9 qui concerne les modalités de convocation, une nouvelle obligation à la charge du syndic, sans que cette formalité soit prescrite à peine d'irrégularité de la convocation. Attention, il n'y a pas de sanction organisée par le texte. Le syndic indique par voie d'affichage aux copropriétaires la date de la prochaine Assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. Vous savez que l'article 10 du décret nous dit qu'avant que le syndic ait envoyé les convocations, tout copropriétaire peut lui demander d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale une question complémentaire. Eh bien, désormais, le syndic, alors la dernière phrase est intéressante, hein, l'affichage, il a l'obligation donc d'afficher « Attention, je vais convoquer pour telle date ». Et il doit afficher, reproduire les dispositions de l'article 10, donc permettant à tout copropriétaire de demander une question complémentaire, et il doit faire cet affichage dans un délai raisonnable pour permettre aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour. C'est une façon d'allonger les délais de convocation de l'Assemblée générale, soit dit entre nous. Parce que le conseil syndical va préparer l'ordre du jour avec le syndic. Le syndic, à ce moment-là, normalement, il a l'ordre du jour, il convoque, il prépare avec. Enfin, il y a une concertation, dit le texte. Le syndic convoque, point final. Non. Le conseil syndical va être consulté sur l'ordre du jour, on fixera la date, et à ce moment-là, le syndic va afficher « Attention, je vais convoquer pour telle date ». Attention, c'est moi qui l'ajoute, mais c'est bien le sens. Et je vous rappelle qu'au terme de l'article 10 du décret, vous pouvez envoyer tout de suite des questions pour que je les inscrive à l'ordre du jour. Pourquoi par voie d'affichage ? Oui, non, mais madame, nous savons bien, dans tous les arguments, d'accord, mais pourquoi par voie d'affichage, je n'en sais rien. Pourquoi pas par voie de l'extranet, notamment. Bon. Article 9.1 du décret, formalité préalable à la convocation, une autre modification. Ah, l'affichage n'est pas précisé, madame. Le texte ne nous le dit pas. Il doit l'afficher. Donc, c'est dans un lieu accessible aux copropriétaires. C'est ce que l'on dit habituellement dans ce cas-là. Bon. Alors, article 9.1 du décret, la consultation des pièces avant l'Assemblée générale. Vous savez que le syndic doit mettre à disposition des copropriétaires l'ensemble des documents, des pièces, des factures, documents comptables, pour permettre aux copropriétaires de vérifier ces documents. Il doit le faire dans un délai
à une date qu'il fixe lui-même à l'intérieur du délai de 15 jours qui précède la... non, du délai de 21 jours plutôt, qui précède la date de l'Assemblée générale. C'est le syndic qui fixe la date. Une obligation nouvelle. Pendant le délai mentionné au premier alinéa, il peut également, le copropriétaire donc peut prendre connaissance de tous les pièces documents chez le syndic à la date déterminée par celui-ci. Le copropriétaire peut également se faire assister par son locataire ou autoriser ce dernier à consulter en ses lieux et places les pièces justificatives des charges récupérables. Et en plus, nouveauté, jusqu'ici seul le conseil syndical pouvait avoir à sa demande communication de tous les documents du syndicat des copropriétaires. Désormais, tout copropriétaire pourra obtenir une copie des pièces justificatives, donc des charges de copropriété, uniquement celle-là. Tout copropriétaire pourra obtenir à ses frais une copie des pièces justificatives. Oui, là c'est une question de forme, simplement. Le syndic, dans les appels de fonds qu'il adresse aux copropriétaires, leur rappelle la faculté qu'ils ont de poser des questions complémentaires et les pièces qu'ils doivent adresser. Bon, ça c'est pas... simplement, il le fera désormais dans les appels de fonds qu'il adresse aux copropriétaires. Moyens, support technique permettant aux copropriétaires de participer aux assemblées générales. Je laisse tomber, pour une raison toute bête. Ce décret est pris en application de la loi Elan, vous savez, qui va permettre de participer aux assemblées générales, d'abord par correspondance, et également le jour de l'assemblée générale par vidéo, visio, conférence. Non, conférence au téléphone. Donc le décret précise les modalités d'application de ce texte à un détail près, c'est qu'il n'entrera en vigueur, ce texte, que du jour où sera publié un modèle de vote par correspondance. Donc pour l'instant, le texte, on ne vote pas par correspondance. Et pour la visioconférence et audioconférence, on attendra encore un petit peu. En réalité, on attendra le 1er juin 2020. Feuille de présence. Donc, elle tient compte de cette possibilité désormais d'être physiquement présent ou représenté, ça on le savait, mais surtout de participation à l'Assemblée générale par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication. C'est un peu secondaire. Article 14, toujours. La feuille de présence est émargée par chaque copropriétaire ou associé, présent physiquement ou par son mandataire. L'émargement n'est pas requis pour les participants à l'Assemblée générale par visioconférence. Ça semble assez logique. Pas de nouveauté là-dessus. Les mandats en blanc. Ah, si, une nouveauté. Alors, c'est immédiatement applicable. Là, tout ce dont je vous parle maintenant, en dehors de cette participation à l'Assemblée générale par visioconférence ou par correspondance, tout le reste est immédiatement applicable. Le syndic qui reçoit un mandat en blanc. Vous savez ce que c'est que le mandat en blanc? Le copropriétaire est de bonne volonté. Je ne peux pas aller à l'Assemblée générale ou je n'ai pas envie d'y aller, mais je sais que ce n'est pas toujours facile d'avoir les majorités nécessaires. Donc je retourne un mandat signé. Puisque les syndics ne mettent jamais d'ajouter à leur convocation une feuille de modèle de mandat. Je sous-signé, ben on laisse en blanc. Ou plutôt, non, je sous-signé, plutôt on met son nom et on signe. Puis on laisse en blanc, désigne en qualité de mandataire. Donc le syndic reçoit un mandat sur lequel le nom du mandant n'est pas indiqué. On appelle ça un mandat en blanc. La jurisprudence, après quelques hésitations, nous a dit finalement, le syndic doit remettre ses mandats soit au président du conseil syndical pour qu'il les distribue, soit les poser sur le bureau de l'Assemblée générale. Eh bien, le décret, article 15.1 nouveau, reprend purement et simplement, enfin pas tout à fait la jurisprudence, puisqu'il nous dit que si le syndic reçoit un mandat avec délégation de vote sans indication du nom du mandataire, il remet ce mandat au début de la réunion président du conseil syndical. Donc il ne les pose plus sur le bureau.
Il les remet au président du conseil syndical afin qu'il désigne un mandataire pour exercer cette délégation de vote. Donc c'est le conseil syndical qui choisit purement et simplement les destinataires. Désormais, c'est dans le texte. C'était presque plus démocratique, j'allais dire, de les poser sur le bureau et chacun venait se servir. Enfin, bon. Alors, s'il n'y a pas de conseil syndical, à ce moment-là, effectivement, le syndic remet le mandat au président désigné pour présider l'Assemblée générale. Enfin, la personne désignée pour présider l'Assemblée générale. Donc, applicable à toutes les assemblées générales qui se tiennent actuellement. Enfin, à partir du mois de la publication du décret. Modification de coordination, je passe. Procès verbal précis si les mandats de vote ont été distribués. Ah oui, alors le procès verbal doit mentionner, c'est fou le nombre d'obligations que l'on a. Le procès verbal doit préciser le cas échéant si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil ou par le président de séance. Donc dans le procès verbal, ce sera marqué noir sur blanc. C'est bien parce que en cas de contentieux, ça va même aider à créer du contentieux, ce genre de disposition. Ce qui n'est pas dit, quelquefois ça passe. Mais ce qui est dit expressément, c'est du contentieux possible. Donc n'hésitons pas. L'article 17, alinéa 4. Alors les incidents techniques, la feuille de présence annexée au procès verbal, en réalité c'est réécrit. La feuille de présence est une annexe du procès verbal. Alors ça a posé beaucoup de questions quand c'est sorti ce texte, parce qu'on s'est dit, est-ce que désormais le syndic a l'obligation de notifier aux copropriétaires opposants ou défaillants le procès verbal et la feuille de présence, puisque la feuille de présence est annexée au procès verbal. La réponse est donnée, alors là je triche un peu, elle est donnée par l'ordonnance du 30 octobre, qui nous dit que, dans l'article 42, le fameux article 42 qui nous dit la notification, eh bien dans cet article il est ajouté simplement que le syndic notifie le procès verbal sans ses annexes. Mais il n'en demeure pas moins que la règle demeure, la feuille de présence est une annexe. Tout copropriétaire peut toujours exiger du syndic qu'il lui transmette une copie du procès verbal. Et de son annexe, pardon, la feuille de présence. Bon, forme électronique, ça ne change pas grand-chose. L'espace en ligne sécurisé. Bon, alors on distingue, vous avez l'idée, puisque vous savez que tous les syndics professionnels doivent avoir un espace, doivent proposer, sauf décision comptable de l'Assemblée générale, un espace en ligne sécurisé au nom du syndicat. Donc on distingue entre les dispositions accessibles au conseil syndical et celles qui ne sont accessibles, ou plutôt, et celles que les copropriétaires peuvent avoir, qui sont nécessairement beaucoup moins nombreuses, puisqu'il n'y a pas tous les documents que peut demander le conseil syndical au syndic. Avis d'exigibilité. Oui, c'est une petite précision. La loi Allure a modifié l'article 64 du décret quant aux notifications, en disant que toutes les notifications pouvaient être faites par voie électronique sécurisée aux copropriétaires, à condition que ceux-ci donnent leur accord. Or, lorsque le texte est sorti, tout le monde s'est dit ça ne concerne que les convocations aux assemblées générales, puisqu'en plus le texte développe les modalités, les délais, ça fait vous recevez un mail vous disant attention, il y a un mail à votre disposition, je ne vous dis pas de qui il est ni ce qu'il contient, mais il y a un mail qui est à votre disposition, est-ce que vous voulez le recevoir? Ça commence comme ça le texte. Bon. Et puis une fois que vous dites oui, à ce moment-là, on vous envoie la convocation par voie électronique. Mais en fait, cet article 64 du décret dit toutes les notifications. Ce qui veut dire par exemple que si vous n'êtes pas à jour de vos charges et que vous avez donné votre accord pour être notifié par voie électronique, eh bien le syndic vous enverra non seulement les convocations aux assemblées générales, mais également les mises en demeure de payer vos charges, qui peuvent faire courir des délais avant saisine du juge. Alors, l'article 35.2 du décret affadit un petit peu ce texte en disant que les avis d'exigibilité, c'est-à-dire les appels de fonds, c'est le nouveau nom des appels de fonds, sont adressés par lettre simple ou sous réserve de l'accord express du copropriétaire par message électronique à l'adresse déclarée par lui à cet effet. Vous savez que vous pouvez désormais sans aucune difficulté obtenir une identité électronique. Il vous suffit de monter sur Internet et de demander une identité électronique. Vous remplirez un formulaire
que vous retournerez donc par la même voie à la poste. Et à ce moment-là, la poste vous prendra un rendez-vous avec vous. C'est-à-dire qu'elle enverra son préposé pour voir votre figure et s'assurer que celui qui a demandé une identité électronique, c'est bien celui que le facteur a en face de lui. Et lorsque le facteur a vu la personne, qu'il l'a reconnue, eh bien, à ce moment-là, la poste vous donne un identifiant électronique que vous n'avez plus qu'à communiquer au syndic. Donc dès à présent, vous pouvez parfaitement obtenir un identifiant électronique sans difficulté. Article 55 du décret. Ça, c'est un article essentiel. Lorsque le décret a été publié en 1967, l'idée était de dire il ne faut pas que le syndic engage des procédures de façon intempestive. Un copropriétaire a fait une bêtise. Il a fait des travaux sans autorisation. C'est pas si grave. Oui, mais enfin, théoriquement, le syndic il a l'obligation de faire respecter le règlement de copropriété. Donc, il peut assigner ce copropriétaire immédiatement pour obtenir la cessation des travaux, etc. et lui demander remise en état, dommages et intérêts, et ainsi de suite. Alors, pour éviter ces procédures un peu trop intempestives, le décret de 55 nous dit que préalablement à toute action, sauf en référé, sauf en cas d'urgence, le syndic doit obtenir l'accord préalable de l'Assemblée générale des copropriétaires. Cette disposition de l'article 55 était faite uniquement pour les relations des copropriétaires entre eux et des copropriétaires avec le syndic, a été utilisée de façon abusive par les constructeurs et leurs assureurs. Lorsqu'ils ont été assignés en justice en réparation des désordres de construction dans les immeubles vendus en état futur, ils ont dit « Ah mais, monsieur le syndic, est-ce que vous avez été mandaté par l'Assemblée générale? Ah non? Ah ben alors votre action est pas recevable. » Et effectivement, on a, depuis que ça doit remonter aux années 85 à peu près, donc depuis 85, on a des centaines de décisions de justice qui ont fichu en l'air, des années de procédures d'expertise judiciaire, priver les syndicats d'indemnités considérables pour des désordres de construction au simple motif que le syndic n'avait pas été mandaté par l'Assemblée générale dans les délais légaux. Enfin, il y avait même un magistrat qui avait signé anonymement un article dans la revue administrée dans lequel il critiquait cette jurisprudence. Enfin, le décret répond, puisque c'est dans le décret, et il nous dit « Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic d'agir en justice. » C'est-à-dire qu'on en revient au fondement même de cette disposition réglementaire. C'est fait pour protéger les copropriétaires, ce n'était pas fait pour les embêter, contrairement à ce que croyaient vainement les assureurs. Bon, la recharge des véhicules, passons. L'accord sur les notifications par Internet, donc je suis allé un peu vite tout à l'heure, c'est le complément. Lorsqu'un copropriétaire donne son accord pour être notifié par voie électronique, article 64 du décret, dans cette hypothèse, il doit préciser si son accord porte sur les notifications, les mises en demeure ou les deux. Autrement dit, s'il donne son accord pour être convoqué à l'Assemblée générale par voie électronique et uniquement pour être convoqué à l'Assemblée générale, ou s'il donne son accord pour recevoir toute notification, y compris les mises en demeure en cas de défaut de paiement des charges. Bon. Comme ça, le copropriétaire ne sera pas surpris. Oui, alors là, une phrase malheureuse. Lorsque le copropriétaire donne cet accord à l'Assemblée générale, ben, on le mentionne dans le PV, d'accord, mais cet accord peut être également donné à tout moment au syndic par tout moyen conférant date certaine. Figurez-vous que nous, juristes, nous avons un vocabulaire très technique, très précis. Quand je dis que tel événement a date certaine, cela implique pratiquement que la personne qui veut en bénéficier justifie d'un décès, par exemple. Ça a date certaine parce que postérieurement à cette date, la personne étant morte, elle ne pouvait pas donner son accord. Donc l'accord à date certaine du fait de la mort. Bon. Enfin, ou ça a date certaine parce que ça a été signé chez le notaire. Ou ça. Bon. Là, la formule tout moyen conférant date certaine, on n'a pas besoin d'être mort pour donner son accord
à une convocation électronique. C'est une phrase malheureuse de la part des juristes, qui sont les rédacteurs de ce texte. Si le copropriétaire retire son accord pour être notifié par voie électronique, son retrait sera valable 8 jours après. C'est un 8e jour qui est ajouté. Encore, la notification. Oui, alors vous savez que le syndic a l'obligation de joindre à la convocation de l'Assemblée générale tous les documents énumérés dans l'article 11 du décret, le projet de contrat de syndic, le projet de marché, enfin les conditions essentielles du marché, le projet de modification du règlement, etc. Eh bien, s'il donne son accord, la notification des documents peut être faite par voie électronique. Autrement dit, ce n'est plus le syndic qui fait les frais d'impression, c'est vous qui ferez les frais d'impression des 200 pages ou des 150 pages jointes à la convocation. Voilà, je m'arrête là parce que c'est des dispositions immédiatement applicables et qui sont quand même relativement importantes. Et j'en viens à la jurisprudence. Alors vous m'excuserez, j'ai beaucoup d'arrêts et peu de temps, je suppose, bien sûr. Donc, je passerai sur certains des arrêts que je vous montre. Alors d'abord sur le lot de copropriété. État descriptif de division. Les copropriétaires ont toujours tendance à croire que ce qui est marqué dans l'état descriptif de division s'impose à tout le monde. Autrement dit, lorsque vous avez dans l'état descriptif de division le mot lot numéro 1, boutique de vêtements, les copropriétaires pensent que le propriétaire de ce lot ne peut pas en changer l'affectation. La Cour de cassation a dit non, pas du tout. L'état descriptif de division n'a pas de valeur contractuelle. Seul le règlement de copropriété a valeur contractuelle. Autrement dit, dans votre document unique, règlement de copropriété, vous avez à la fois les règles, le cahier des charges, comme on disait dans le temps. Dans la loi de 38, on parle de cahier des charges. Donc le cahier des charges et l'état descriptif. Eh bien, l'état descriptif, c'est un document à part, qui n'a pas de valeur contractuelle, c'est simplement une indication, une précision quant à la définition des lots. Donc, la Cour de cassation l'a encore rappelé le 15 novembre 2018. Et dans la même veine, on avait un arrêt de 2018 qui disait si l'état descriptif comporte des dispositions qui s'avèrent contraires aux clauses du règlement de copropriété, c'est le règlement de copropriété qui l'emporte. Logique, puisque le règlement n'a pas de valeur contractuelle. Oui, sauf que lorsque, dans le règlement de copropriété, un arrêt du 13 décembre 2018, lorsque dans le règlement de copropriété, on donne expressément à l'état descriptif une valeur contractuelle, eh bien, dans ce cas-là, il faut respecter les dispositions de l'état descriptif de division. L'état descriptif intégré dans le règlement de copropriété, qui décrivait la consistance du lot, avait valeur contractuelle, puisque les dispositions qu'il contenait, relativement au droit attaché à ce lot, transforment une petite construction adossée à un appartement et édifier une nouvelle construction, concernait la définition des parties privatives. La clause du règlement de copropriété n'étant pas réputée non décrite, c'était une copropriété horizontale. Dans le lot, il était mentionné la faculté de transformer une construction. Eh bien, même si ça ne figurait pas dans le règlement de copropriété, ça s'imposait aux copropriétaires parce que dans le règlement, on avait donné valeur contractuelle à cette disposition. Vous savez que dans le cadre de la loi Elan, nous disposons d'un délai de 3 ans désormais. Enfin, désormais, non. Nous disposions d'un délai de 3 ans à compter de la publication le 23 au 24 novembre 2018 pour mettre les règlements de copropriété en conformité. C'est-à-dire pour faire voter en Assemblée générale la régularisation des droits de construire. Lorsque vous avez, dans un état descriptif, mention lot numéro 1, jouissance du terrain et droit de construire un bâtiment, eh bien, il faut désormais que cette mention soit précisée dans le règlement de copropriété avec description de la construction projetée. Comme nous ne savons pas comment faire, personne ne s'est encore lancé là-dessus. Le délai de 3 ans va s'écouler, on n'aura pas réagi. Mais ça peut poser de gros problèmes, donc là-dessus, on aimerait bien avoir une doctrine qui soit un peu mieux établie qu'à l'heure actuelle. Il en va de même d'ailleurs pour la définition des parties privatives, des parties communes à jouissance privative. Désormais, une partie commune à jouissance privative doit être nécessairement inscrite dans le règlement de copropriété, ce qui veut dire que
il faudra, dans les 3 ans, régulariser les règlements de copropriété, même délai que précédemment. En état descriptif de division et erreur matérielle. Vous n'avez jamais rencontré ça? C'est merveilleux. Lot numéro 2, une cave de 50 mètres carrés. Lot numéro 3, une cave de 5 mètres carrés. Puis vous regardez le plan. Le lot numéro 2 à 5 mètres carrés, le lot numéro 3 en a 50. Inversion dans l'état descriptif de division. Nous avons vécu des cauchemars avec ça. Parce que le juge nous disait, je ne suis pas compétent pour trancher. Ça concerne la publication, ça ne me concerne pas. Alors la Cour de cassation est revenue sur cette idée-là en disant désormais, si une interversion de l'eau a été commise dans l'état descriptif de division, cette erreur matérielle peut faire l'objet d'une action en rectification judiciaire. Donc, ça, parce que le copropriétaire qui se retrouve avec 50 mètres au lieu de 5 mètres, figurez-vous qu'il n'est pas d'accord pour aller chez le notaire pour régulariser. Bizarre quand même. Hein. Donc désormais, je pourrais m'adresser au juge, si j'ai droit aux 50 mètres, pour qu'il me les rende. Les combles, ça c'est une vieille jurisprudence. Les combles au-dessus d'un appartement. Partie commune ou partie privative. Règlement de copropriété est muet. Alors la jurisprudence nous dit, et partie privative, la jurisprudence, en application de l'article 2 de la loi, et partie privative, toute fraction de l'immeuble affectée à l'usage exclusif d'un copropriétaire. Alors le copropriétaire de l'étage en dessous, il a fait un escalier. Puis il a l'usage exclusif des combles. Ça ne marche pas. Alors ce que demande le juge, pour que l'eau, les combles soient réellement privatifs, il faut qu'ils soient accessibles normalement depuis le lot, il faut qu'ils ne soient pas fractionnés, et il faut qu'il n'y ait pas d'autre accès depuis les parties communes. C'est ce que confirme cette jurisprudence pour mémoire. Prescription acquisitive, encore un arrêt tout à fait confirmatif. À partir du moment où vous justifiez d'une possession paisible, publique et non équivoque d'une partie commune pendant plus de 30 ans, vous pouvez opposer au syndicat que vous êtes devenu propriétaire de cette partie commune par ce qu'on appelle usucapion, c'est-à-dire prescription acquisitive. Vous avez acquis la propriété de ce qui ne vous appartenait pas, mais à condition que votre possession soit paisible, publique et non équivoque. D'une façon générale, d'ailleurs, le juge rappelle toujours les principes et dans 90% des cas, dit vous ne démontrez pas que la possession était paisible, publique ou non équivoque. Ah oui. Vous savez que un copropriétaire peut diviser son lot. Un grand appartement. Il en fait 2. Et alors, l'article 11 de la loi nous dit que dans ce cas-là, le copropriétaire doit soumettre à l'Assemblée générale la répartition des charges entre les 2 lots issus de la division du lot d'origine. Hein, si j'avais par exemple un grenier pas chauffé et un étage normal, je mettrais toutes les charges de chauffage au grenier, à l'appartement et rien au grenier. Bon. Sinon, je partage en fonction de la superficie, etc. La Cour de cassation était venue dire que tant que le copropriétaire n'a pas soumis à l'Assemblée générale l'approbation de la répartition des charges entre les lots issus de la division, eh bien, aux yeux du syndicat, il reste seul propriétaire. Là, la Cour de cassation, c'est un petit peu différent, mais c'est la réponse. L'opposabilité au syndicat des copropriétaires de la cession d'une fraction d'un lot divisé n'est pas subordonnée à l'approbation de la nouvelle répartition des charges. Autrement dit, le syndicat peut invoquer le défaut de régularisation. Mais d'un autre côté, il est en droit quand même de considérer que vous êtes bien copropriétaire du fait de la division et vous demander le paiement des charges dès que le transfert de propriété a eu lieu. Oui, bon, ça c'est un peu technique. Usage du lot. Les locations de courte durée. Oui, bon, c'est le BNB. On a eu une jurisprudence de la Cour de cassation plutôt défavorable, j'allais dire, à la protection des droits de la collectivité. Dans la mesure où un arrêt est venu dire, au fond, un usage de BNB, ça ne fait pas plus de troubles dans la copropriété qu'un dentiste. Une profession libérale. Donc on était un petit peu dépité, d'autant plus dépité qu'au moment de la loi Allure, on avait prévu tout un texte pour subordonner le BNB à l'autorisation préalable de l'Assemblée générale et que le Conseil constitutionnel nous avait tapé sur les doigts. Bon. Donc, c'est pas fameux. Sauf que on commence à avoir maintenant des décisions, et celle-là en est un exemple,
où finalement, dans un immeuble à usage mixte, habitation et professionnel, à l'exclusion de toute activité commerciale, eh bien, on peut estimer que la destination de l'immeuble, le règlement de copropriété privilégie, c'est-à-dire la destination de l'immeuble, c'est essentiellement l'habitation. Et qu'en conséquence, cette activité de B&B porte atteinte à la destination de l'immeuble. C'est ce qu'avait dit la Cour d'appel, et la Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour, qui a jugé contraire au règlement de copropriété l'occupation du lieu pour de très brèves périodes avec prestation de service. Oui, parce qu'en plus, vous avez des petites annonces extraordinaires. Dans un immeuble qui a une concierge, ben, le copropriétaire qui veut louer en B&B, qu'est-ce qu'il fait? Il passe une petite annonce en disant appartement avec gardien. Voilà. Donc c'est un début, si vous voulez, d'une jurisprudence qui va quand même vers la protection des intérêts du syndicat plus que du copropriétaire. Oui, bon. C'est technique aussi, je n'insiste pas. Je passe aux charges. L'utilité objective, pourquoi j'en parle? L'article 10 de la loi nous dit que les charges afférentes aux services collectifs et éléments d'équipement commun doivent être réparties en fonction de l'utilité que ces services et éléments d'équipement commun présentent à l'égard de chaque lot. La Cour de cassation, depuis 1980, nous dit que ça ne peut être que l'utilité objective. Autrement dit, si le copropriétaire n'est pas chez lui, plutôt sur la Côte d'Azur en hiver, il doit quand même payer le chauffage à Paris, parce qu'il a objectivement l'utilité. Eh bien, figurez-vous que depuis le temps qu'on le disait, on ne le redisait plus. Alors la Cour de cassation vient de le redire 29 novembre 2018. J'ajoute, c'est d'autant plus amusant que l'ordonnance, dont je ne parle pas, du 30 octobre, nous dit textuellement désormais, elle a modifié l'article 10 en disant que ces charges sont réparties en fonction de l'utilité objective qu'elles présentent à l'égard de chacun. C'est un petit clin d'œil. Oui, bon, l'ascenseur, c'est évident. Mais encore, c'est des redites, hein, plutôt, ça. Oui, alors ça, c'est le fameux problème de la vente en état futur d'achèvement. La loi Elan a modifié, en reprenant les travaux du Gréco, et je bats un peu ma coulpe, la loi Elan a modifié la définition a donné une définition de l'applicabilité du statut de la copropriété en cas de vente en état futur d'achèvement, en disant que le statut s'applique, enfin, le règlement de copropriété s'applique à compter de l'achèvement de l'immeuble. Donc les acquéreurs sont tenus au paiement des charges à compter de l'achèvement de l'immeuble. Ça, c'est le principe de base. Tant que l'immeuble n'est pas achevé, alors achevé, c'est quoi? Pratiquement, c'est la date à laquelle le promoteur réceptionne l'ouvrage avec les entreprises. Tant que cet immeuble n'a pas été réceptionné, on doit considérer que le règlement de copropriété ne s'applique pas. Pour autant, un copropriétaire, un acquéreur en état futur, ne sera peut-être pas livré immédiatement, dès l'achèvement de l'immeuble. Alors la Cour de cassation vous dit, si le copropriétaire n'est pas encore livré, les charges ne sont dues qu'à partir de l'achèvement des lots acquis dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement. Donc, à la compter de l'achèvement de son lot et non pas avant celui-ci. Oui, bon, ça c'est assez classique. Un copropriétaire a signé en paiement, il dit « mais j'ai jamais reçu d'appel de fonds », puisque je vous ai dit que le nouveau nom des appels de fonds dans le décret, c'était le rappel de l'exigibilité des charges. Or, cette exigibilité des charges, elle est faite par courrier simple. Alors, le copropriétaire dit « j'ai jamais reçu ». La Cour de cassation lui répond « il ne faut pas pousser bobonne ». Même si vous ne l'avez pas, c'est pas l'appel qui rend exigible, c'est, comme le dit l'article 14 de la loi, pour le budget, c'est le premier jour de chaque trimestre, sauf décision contraire de l'Assemblée générale. Pour les travaux, c'est la date fixée par l'Assemblée générale. Donc que vous ayez reçu ou pas l'appel de fonds, ça ne change rien, c'est exigible. Ah oui. Ah ben je vous paierai quand on aura réparé l'escalier. Ben non.
on est tenu de payer. C'est comme le locataire, hein, il ne peut pas se faire justice lui-même. Le copropriétaire ne peut pas se faire justice lui-même, même si le syndicat est responsable des vices de construction ou des défauts d'entretien. Plutôt, sera responsable à compter du 1er janvier 2020 de tous les désordres affectant l'immeuble, les parties communes de l'immeuble. Oui, c'est un peu secondaire. Allez, l'Assemblée générale. Alors, le syndic doit convoquer avant expiration de son mandat. On avait une jurisprudence qui nous disait que l'Assemblée générale ne pouvait être tenue valablement que par un syndic en exercice. Or, il arrive qu'un syndic convoque l'Assemblée générale juste avant la date d'expiration de son mandat. Et le jour de l'Assemblée générale, il n'est plus syndic. D'où la jurisprudence antérieure qui nous disait, dans ce cas-là, l'Assemblée générale n'est pas valide. C'est un peu étonnant, parce qu'au fond, le syndic, on ne peut pas s'en passer entre les assemblées générales, mais s'il y a un moment où on peut s'en passer, c'est bien le jour de l'Assemblée générale. Il suffit d'élire un secrétaire de séance qui ne soit pas le syndic. Et bien là, la Cour de cassation est revenue là-dessus, en nous disant qu'il importe peu que le mandat du syndic soit expiré le jour de l'Assemblée générale, dès lors que le syndic a envoyé la convocation avant l'expiration de son mandat, même si cette convocation était réceptionnée après expiration du mandat. Pardon? Quelqu'un a voulu? Je suis désolé, mais alors là, vraiment, j'arrive pas à vous entendre. Linéaire. Je vais essayer. Oui. Donc, vous connaissez l'article 10 du décret qui nous dit que le syndic, que tout copropriétaire, j'en ai parlé tout à l'heure, peut à tout moment demander au syndic d'inscrire une question le concernant à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale. L'essentiel, c'est que cette demande soit faite en temps opportun. Temps opportun, c'est-à-dire avant que le syndic ait terminé la convocation de l'Assemblée générale. Il arrive que le copropriétaire demande une inscription à l'ordre du jour qui n'est pas très justifiée, ou qui a pour objet d'ailleurs généralement de critiquer le syndic. Alors le syndic, il n'a pas très envie de la recopier et de la mettre à l'ordre du jour. Alors la réponse est très simple. Le syndic n'a pas à se faire juge de l'opportunité de la question. Ce qui compte, c'est qu'il y ait une question. Parce que 3 pages de critique, monsieur le syndic, mettez à l'ordre du jour toutes mes critiques, non, ça ne tient pas la route. Ce n'est pas une demande d'ordre du jour. Ce qu'il faut, c'est une question. Donc, le syndic, aujourd'hui, d'une façon générale, il ne se pose pas de problème. Il ajoute la lettre du copropriétaire et il met à l'ordre du jour question de M. Dupont, projet de résolution, là, il laisse en blanc, et puis on voit. Alors, bien souvent, la question de M. Dupont, elle se rapporte à une question qui a déjà été évoquée au cours de l'Assemblée générale. Donc, on met à la fin du procès verbal, puisqu'on fait venir les questions des copropriétaires à la fin de l'Assemblée générale, on met qu'il a été répondu à la demande de M. Dupont par la résolution numéro tant. Et puis si c'est le cas, M. Dupont n'insiste pas. Par contre, là, en l'occurrence, le conseil syndical avait fait une dépense. Et le copropriétaire la critiquait. Et il avait donc demandé que soit mis à l'ordre du jour l'approbation de cette dépense. Alors le syndic avait dit, je ne mets pas la question à l'ordre du jour, pour la simple raison que la dépense fait partie des comptes, est intégrée au compte de la copropriété. Donc si les copropriétaires approuvent les comptes, ils approuvent la dépense. Non, la Cour de cassation dit non. Non, s'agissant d'une question sur l'opportunité d'une dépense initiée par le conseil syndical, le syndicat est concerné à la demande communicative puisque la dépense figure dans les comptes et n'avait pas été approuvée par l'Assemblée générale. La Cour de cassation dit non. Elle nous dit le syndic doit, saisi régulièrement par le copropriétaire, poser la question à l'Assemblée générale. Oui, ça c'est un cas assez amusant. C'est dans le décret depuis toujours. L'Assemblée générale ne délibère, pas depuis toujours, enfin, l'Assemblée générale ne délibère validement, c'était une expression du conseiller Capoulade, vous savez, il a sa salle. L'Assemblée générale ne délibère validement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Alors à l'ordre du jour, on avait
Renouvellement du syndic. Monsieur Dupont, syndic sortant, proposait le renouvellement de son mandat pour 3 ans. Deuxième question, à défaut de renouvellement du cabinet Dupont, désignation du cabinet Durand en qualité de nouveau syndic. Et le cabinet Durand proposait sa désignation pour 1 an. L'Assemblée générale refuse de renouveler le syndic sortant. Et puis elle vote contre le deuxième candidat. J'allais dire intelligemment, qu'est-ce qu'ils ont fait, les copropriétaires? Ben, ils ont renouvelé le premier pour 1 an. Moi, je trouvais ça bien. Au fond, la question à l'ordre du jour, c'était bien la désignation du syndic avec 2 candidatures. Les modalités pouvant être arrêtées par l'Assemblée générale. Eh bien non. Là, la Cour de cassation, ça ne lui a pas plu. Elle nous répond que l'Assemblée générale ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et une décision votée conformément à l'ordre du jour ne peut être complétée par une autre qui n'était pas inscrite. Donc la troisième question, désignation du cabinet Dupont pour 1 an, n'était pas inscrite à l'ordre du jour. Pourquoi j'insiste sur cet arrêt? Parce que vous savez qu'on va avoir des votes par correspondance. Je ne parlerai pas de l'ordonnance. On va avoir des votes par correspondance. Et dans le cadre de la loi Elan, je ne parle pas de l'ordonnance, il est dit dès à présent que le copropriétaire qui vote par correspondance sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour est considéré comme opposant. Et s'il vote, s'il s'abstient également, bon, en l'état actuel du texte. Et par ailleurs, il est considéré également comme opposant, nous dit-on, à l'heure actuelle, si l'Assemblée générale modifie le projet de résolution. Alors l'ordonnance change un peu ça. On dit que dans ce cas-là, il est considéré comme s'étant abstenu. Mais ça va poser un gros problème parce que toute modification d'un projet de résolution à l'Assemblée générale, on dira non, on ne peut pas parce que à ce moment-là, tous ceux qui auront voté par correspondance pour un projet seront considérés comme s'étant abstenus dès lors qu'il y aura une modification. Donc c'est une jurisprudence qui m'inquiète un petit peu. Oui. Bon. L'Assemblée générale peut donner 2 types d'autorisation à un copropriétaire. Une autorisation à titre personnel ou une autorisation réelle. Réelle, c'est-à-dire attachée au lot. Ça veut dire que, dans le premier cas, si le copropriétaire vend, l'autorisation lui étant personnelle disparaît. Son successeur n'en bénéficie pas puisqu'elle appartenait à son prédécesseur. Par contre, si je donne une autorisation attachée au lot, dans cette hypothèse, si le propriétaire du lot vend celui-ci, l'autorisation demeure attachée au lot. Donc c'est une question de rédaction lors des assemblées générales. Il faut faire très attention, bien préciser que l'autorisation est donnée à titre personnel. Parce que si elle n'est pas donnée expressément à titre personnel, les juges ont tendance à considérer qu'elle est donnée au lot, enfin au propriétaire du lot pour le lot. Là, la Cour de cassation, dans cet arrêt qui est publié au bulletin, c'est à propos d'une terrasse, vous savez, je ne sais pas, Val d'Isère, mais enfin c'est dans le coin, le café a eu l'autorisation de se mettre sur la terrasse, de mettre des tables sur la terrasse, partie commune. Et c'est des terrasses effectivement démontables, enfin c'était des installations démontables, et il n'y avait pas de précision dans la résolution. Alors la Cour de cassation, là, a considéré que finalement, enfin les juges du fond ont considéré que finalement cette autorisation, du fait en quelque sorte de la précarité des installations, était une autorisation personnelle et non pas une autorisation réelle. Mais faites bien attention quand vous donnez une autorisation à l'Assemblée générale, précisez qu'elle est donnée à titre personnel ou qu'elle est donnée au propriétaire du lot. Les 2 sens sont totalement différents, comme je viens de l'indiquer. Oui, bon, mentionner la durée, bon, je vois pas pourquoi là j'ai. Oui,
Pourquoi j'ai mis cet arrêt? Parce que je pense encore une fois à l'ordonnance. Excusez-moi, c'est celle dont je ne parlerai pas. À l'heure actuelle, l'Assemblée générale des copropriétaires ne peut donner de délégation à la personne de son choix d'ailleurs. Ça peut être au conseil syndical ou au syndic. Mais elle ne peut donner délégation que pour un objet précis, pour une durée déterminée, comme on vient de le voir, et à condition que la question soit préalablement inscrite à l'ordre du jour. Ce qui fait que bien souvent, par exemple, les copropriétaires n'ont pas mis la question de la délégation au conseil syndical, mais sont d'accord pour faire la dépense. Simplement, ils auraient aimé que ce soit moins cher, qu'on consulte une autre entreprise. Il y a toujours un copropriétaire dans la salle qui connaît l'entreprise qui est moins cher que les autres. Donc, on consulte une autre entreprise ou qu'on modifie certains points de vie, etc. Alors, si la question n'est pas inscrite à l'ordre du jour, on ne peut pas ajouter que l'Assemblée générale accepte ou décide de faire les travaux décrits pour un montant de X euros et donne mandat au conseil syndical. Il faut que la question soit préalablement inscrite à l'ordre du jour. C'est assez lourd et c'est très limité. L'ordonnance va créer un article 21-1, ou à créer, mais applicable au 1er juin prochain, qui permettra à l'Assemblée générale de donner une délégation générale au conseil syndical, dans un budget déterminé. Donc voilà pourquoi j'insiste sur cet article 25A. Alors on aura désormais 2 délégations possibles. Une délégation spéciale, celle de l'article 25A, et la délégation générale de l'article 25-1 à 25-6, si j'ai bonne mémoire. Et c'est très très encadré. Ah, l'objet unique. Travaux. Réfection de la toiture et des descentes d'eau. Ah non. Non. Ce sont 2 travaux de nature différente. Donc, il faut nécessairement 2 résolutions et pas une seule. C'est ce que rappelle la Cour de cassation ici. Là, il s'agissait des enrobés. Les enrobés, c'est la couverture des voiries intérieures, hein, et des murs extérieurs du parking. La Cour d'appel avait validé au motif que si les prestations étaient de nature différente, le vote n'avait qu'un seul objet, le principe de réalisation des travaux sur les parties communes. Ben oui. Constatant ainsi, alors que chaque résolution proposée et votée par l'Assemblée générale ne doit avoir qu'un seul objet et qu'elle n'avait pas constaté le caractère indissociable des travaux de réfection, de peinture du mur de parking et des enrobés de la résidence, la Cour d'appel a violé les textes susvisés. Vous avez noté le caractère indissociable des travaux. Donc tous les travaux indissociables peuvent faire l'objet d'une seule résolution. Mais, bien entendu, en cas de contestation de l'Assemblée générale, il appartiendra au syndicat des copropriétaires de démontrer le caractère indissociable des travaux qui ont fait l'objet d'un seul vote. Oui, bon. C'est le conseil que tous les avocats donnent lorsque le syndic a loupé le délai. Il a convoqué tout le monde à 22 jours, sauf M. Dupont qui a été convoqué à 20 jours. Et comme par hasard, M. Dupont assigne en annulation de l'Assemblée générale en disant « le délai n'a pas été respecté ». Dans ces conditions, nous savons pertinemment que le juge, à tous les coups, va annuler l'Assemblée générale. Donc le conseil que nous donnons systématiquement, c'est de dire il faut reconvoquer l'Assemblée générale. Et même on va plus loin d'ailleurs. Parce que ce qui est ennuyeux, c'est que la même Assemblée générale a très probablement élu le syndic à nouveau. Ce qui veut donc dire que si on laisse prospérer la procédure jusqu'à son terme, dans 2 ans, 2 ans et demi, le temps que le tribunal ait pu retrouver le dossier, enfin, ait pu statuer, pardon, dans 2 ans ou 2 ans et demi, le syndic se verra son mandat annulé à titre rétroactif. Donc les conséquences peuvent être très lourdes pour la copropriété. Donc si la même Assemblée générale est frappée d'un vice rédhibitoire, je dirais, comme celui que je viens d'indiquer quant au délai, dans cette hypothèse, nous disons au syndic, donnez votre démission, enfin, puisque vous avez été réélu par une Assemblée générale qui va être annulée, donnez votre démission et
fait convoquer par le président du conseil syndical, par exemple. Puisque tout copropriétaire peut convoquer l'Assemblée générale. Et on réitère. Alors si on réitère, dans ce cas-là, la demande d'annulation n'a plus d'objet. Sauf que d'ailleurs, elle n'a plus d'objet, mais elle en a eu un avant que ce soit revoté. Donc du coup, dans l'affaire en question, eh bien, le syndicat a été condamné à tous les frais de procédure. Et alors, cassation sans renvoi. Il n'y avait pas lieu à la Cour d'appel de revenir sur la décision, mais les frais de procédure restent à la charge du syndicat. C'est assez amusant. Voilà comme quoi une demande qui n'a pas d'objet légal est quand même justifiée et peut aboutir à une condamnation à des dépens. Oui, bien entendu, je donne le conseil de refaire une assemblée générale, mais encore faut-il que la régularisation soit définitive lorsque le juge statue sur la première demande. Dans l'espèce, on avait régularisé, mais la régularisation était encore sujette à contestation. Oh, c'est un rappel, article 28 de la loi sur la scission, une passion personnelle pour la scission. C'est pas dit expressément par les textes, mais la Cour de cassation exige depuis des années, et là elle l'a redit dans cet arrêt du 14 juin 2018, il faut que toutes les conditions afférentes à la scission soient précisées dans la convocation. Notamment, là en l'occurrence, il y avait des servitudes de passage à créer entre les immeubles après division. Ça n'avait pas été fait. Enfin, ça n'avait pas été mentionné dans la convocation. Résultat, annulation de la décision de scission de la copropriété. La scission est un exercice extrêmement difficile qui doit être fait systématiquement avec un notaire et de préférence, je vais plaider pour ma profession, même si je ne l'exerce plus, avec un avocat qui peut accompagner le projet, rédiger les résolutions et présenter le projet au copropriétaire tout au long de la procédure. C'est parce que véritablement, c'est une source de complications considérables. Oui, vous vous souvenez de l'article 42 alinéa 2, lequel nous dit que tout copropriétaire opposant ou défaillant peut contester l'Assemblée générale dans le délai de 2 mois de la notification qui lui est faite par le syndic. Bon. Ben, il faut que ce soit reproduit dans la convocation. Si ce n'est pas reproduit, et quand bien même le copropriétaire a reçu la notification de l'Assemblée générale, eh bien, le délai de 2 mois ne lui est pas opposable. Celui de 10 ans lui sera opposable, celui de 5 ans même lui sera opposable, puisque désormais c'est 5 ans la prescription. Oui, c'est une question de pure logique. L'Assemblée générale se voit proposer la suppression du poste de gardiennage. Elle vote la suppression. Et puis à l'ordre du jour, conséquence de la suppression, embauche d'un salarié ou contrat d'entretien de l'immeuble. Copropriétaire vote contre la suppression du gardien de l'immeuble. Puis quand on a voté sur le choix entre l'entreprise et le salarié, ben il vote pour l'entreprise. C'est l'entreprise qui est retenue. Il conteste après devant le juge en disant « mais j'étais contre la suppression du gardien ». Le syndicat lui répond « monsieur, vous étiez peut-être contre, mais vous avez quand même voté pour l'embauche ou le contrat avec une entreprise ». Alors là, la Cour de cassation répond « non, le copropriétaire est recevable à contester la décision de suppression du poste de concierge à laquelle il s'était opposé, quand bien même il a voté par la suite en faveur des mesures de substitution consécutives à cette suppression. En effet, le vote en faveur de certaines des résolutions prises consécutivement à cette décision n'avait pas pour effet de modifier la nature du vote sur la résolution contestée. » Donc c'est un raisonnement parfaitement logique. C'est tout ce que je voulais dire. Oui, ça c'est un grand classique. Et c'est pas rassurant. C'est pas rassurant. Pour pouvoir demander au juge d'annuler toute l'Assemblée générale, il faut avoir voté, si on est présent, ou quand on votera par correspondance, ou par télé, sur je ne sais pas quoi. Bon.
il faut avoir voté contre l'intégralité des résolutions de l'Assemblée générale. Si vous avez voté pour une seule résolution, vous ne pouvez plus demander la nullité de l'ensemble de l'Assemblée générale. Or, s'il y a un seul moment où tout le monde est à peu près d'accord, c'est lorsqu'on élit le président de l'Assemblée générale. Pas toujours, enfin, le plus souvent. Là, on est tous d'accord. Alors, je vais voter pour. Puis alors après, alors là, les questions, je suis contre le budget, contre l'approbation des comptes, contre les travaux, je suis contre tout. Ah oui, mais j'ai voté pour le président. Ben, je ne peux plus demander la nullité de l'Assemblée générale dans son ensemble. Je pourrais demander la nullité de chacune des résolutions contre lesquelles j'aurais voté. Mais quelquefois, je n'ai pas d'argument valable contre une résolution de travaux, par exemple, alors que j'ai été convoqué à plus de 21 jours. Donc, si je n'avais pas été présent, j'aurais pu demander la nullité de l'Assemblée générale. Mais comme j'étais présent et que j'avais voté pour le président, je suis obligé de contester que la décision sur laquelle je n'ai peut-être pas les arguments nécessaires. Ah, je suis désolé, là, je crois que... Non, non, l'abstention n'est jamais l'équivalent d'un vote contre. Non, si vous êtes, lorsque vous vous abstenez, oui, votre question est assez vicieuse. Non, seuls les copropriétaires qui ont voté contre. Donc, pardon. Oui. Bon, c'est aussi un peu technique. En première instance, donc devant le tribunal, je demande l'annulation de l'Assemblée générale dans sa totalité. Je suis débouté. Je fais appel. Et devant la cour d'appel, je dis, subsidiairement, si jamais vous confirmez le jugement en ce qu'il m'a débouté de ma demande d'annulation de toute l'Assemblée générale, je vous demande d'annuler la décision numéro 3 et la décision numéro 4. Et là, la Cour de cassation nous répond, oui, vous avez le droit. Parce que, en quelque sorte, votre demande d'annulation des résolutions était virtuellement comprise dans votre demande d'annulation de l'Assemblée générale. C'est un moyen de repêchage, en quelque sorte, pour le copropriétaire qui a succombé en première instance sur sa demande d'annulation de l'Assemblée générale. C'est la même chose que tout à l'heure. Le copropriétaire ne peut demander que l'annulation des résolutions contre lesquelles il a voté. Alors, les décisions de l'Assemblée générale sont immédiatement exécutoires. Ça, c'est quand même intéressant. M. Dupont veut acheter un bout de couloir. Vous connaissez la technique. Dans ce cas-là, on va créer un nouveau lot à partir des parties communes. Lot numéro 51, 3 mètres carrés de couloir. On va le doter de tantièmes de propriété et 2 millièmes de copropriété, qui vont correspondre probablement aux tantièmes de charge commune générale. Donc 2 millièmes de charge commune générale. On est donc en 1000 millièmes. On vote. Désormais, on est en 1000, j'ai dit 2 millièmes, je crois, ou 3 millièmes, 1003 millièmes. Eh bien, à partir du moment où on aura voté pour la cession de ce lot nouvellement créé, il faudra calculer les tantièmes sur 1003 et non plus sur 1000. C'est... Vous vous rendez compte? Pourquoi pas? Alors, je précise, à propos de l'ordonnance dont je ne parlerai pas, que la révocation du syndic, plutôt la résiliation de son mandat, ou même le remplacement du syndic, n'aura effet qu'au plus tard 24 heures après la décision. Autrement dit, si le syndic n'est pas renouvelé aujourd'hui, le nouveau syndic ne prendra sa mission qu'à compter de après-demain. Oui, bon, aujourd'hui ça ne se voit plus. On en a vu beaucoup. Hein, le syndic, vous savez qu'il a l'obligation d'ouvrir un compte bancaire séparé. Bon, il y a les dispenses qui étaient prévues pour les petites copropriétés, mais qui va disparaître aussi dans l'ordonnance dont je ne parlerai pas. Donc tout syndic doit ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat. Il a 3 mois pour le faire. S'il ne le fait pas, son mandat est nul. Mais il faut aller devant le juge.
Donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on présente une requête au juge. C'est secret, la requête. C'est-à-dire que l'avocat va voir le juge en lui disant, voilà, M. Dupont, il syndique, il devait ouvrir un compte, il ne l'a pas fait dans les 3 mois. Donc, je vous demande de me désigner un administrateur judiciaire à la copropriété puisqu'il n'y a pas de syndic. Son mandat est nul. Alors, la Cour de cassation dit, ben, dans ce cas-là, vous ne pouvez plus le faire sous voie de requête, vous êtes obligé de le faire sous voie de référé, c'est-à-dire en présence du syndic évincé. Bon, ben, justement, là, c'était un exemple de l'article 55 du décret dont je parlais, le mandat préalable au syndic. Là, en l'occurrence, c'était l'assureur qui l'invoquait. On lui a répondu, vous-même, vous n'avez pas respecté les dispositions du Code des assurances, donc vous ne pouvez pas invoquer la nullité du mandat. Allez. Travaux sur partie commune. Nous avons, il est 5 heures, j'ai jusqu'à 5h15, je crois. Merci. Copropriétaire favorable aux travaux est en droit de demander réparation de préjudice que lui cause le refus de l'Assemblée générale d'effectuer certains travaux de rénovation sur les parties communes. C'est un arrêt du 11 juillet 2019. Donc il y a une responsabilité du syndicat du fait des décisions de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, a priori, vous me direz, si on pose la question à l'Assemblée générale, c'est qu'elle est libre de dire oui ou non. Comment condamner l'Assemblée générale, enfin, le syndicat, dans le cadre de l'exercice démocratique de la copropriété? Eh bien, la réponse, elle est là. Copropriétaire qui voulait les travaux, qui ne les a pas eus, et qui subit un préjudice parce que les travaux n'ont pas été faits, sur partie commune, hein, je dis bien, peut-être réparation de marche de l'escalier ou des choses de ce genre-là, il pourra obtenir réparation du préjudice qu'il subit, pas seulement réparation des marches, mais du préjudice qu'il subit du fait de ce défaut de rénovation. Ouais, le syndic a une obligation de faire les travaux urgents. Alors, bon, là, il y avait une faute du syndic. C'était un immeuble difficile. C'est le genre d'immeuble où les pompiers et la police ne rentrent pas. Bon. Et le maire, le commissariat de police, tout le monde avait dit, oh là là, il faut fermer la résidence à clé. Et le syndic n'avait rien fait. Et il se trouve que quelques passants malhonnêtes a mis le feu. Responsabilité du syndic parce qu'il n'a pas effectué les travaux urgents qui s'imposaient. Ah, le syndic. Oui, bon, ça on le sait. C'est une redite de la Cour de cassation. Je trouve extraordinaire qu'on trouve encore des décisions sur des assemblées générales ayant désigné le syndic jusqu'à la date de l'approbation des comptes de l'exercice en cours. C'est aberrant. Ça fait 20 ans qu'on leur dit que ce n'est pas possible. Alors ça, c'est un arrêt extrêmement intéressant. Le syndic est un mandataire du syndicat. Le mandataire peut être révoqué à tout moment. J'avais un étudiant qui m'avait dit pour des noix, parce qu'en latin ça se dit ad notam. Bon. Donc le syndic peut être révoqué à tout moment par l'Assemblée générale. Pourquoi? Parce que le mandat, c'est une question de confiance. Si j'ai plus confiance en vous, je vais vous retirer votre mandat. Dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Je vais donner ma démission de mandataire si j'ai plus confiance dans la copropriété. N'empêche que dans tous les contrats de syndic, vous avez une phrase qui vous dit que... Enfin, vous aviez une phrase qui vous disait que le syndic a droit à une indemnité en cas de révocation sans motif légitime. C'est la position de la Cour de cassation. Et c'est ce qu'elle a rappelé dans cet arrêt du 8 mars 2018. Je suppose que cet arrêt du 8 mars 2018 n'est pas étranger à la modification que vous trouverez dans l'ordonnance dont je ne parlerai pas, du 30 octobre dernier, qui a supprimé cette révocation pure et simple du syndic, tout en gardant les termes de l'article 25 petit c. Le syndic est élu et révoqué par l'Assemblée générale. Bon. Mais pour le remplacer par la résiliation du mandat. Alors toute une procédure vachement complexe qu'ils ont mis sur pied
soit c'est le syndic qui ne veut plus exercer, alors il dit je résilie mon mandat et ça prendra effet lors de l'Assemblée générale qui va élire mon successeur, grosso modo, je simplifie. Soit par contre, c'est le syndicat des copropriétaires, donc en fait le conseil syndical, et lui seul dans ce cas-là, qui va lui notifier tous les griefs. Ah oui, parce qu'il faut notifier les griefs. Tous les griefs qu'il a à faire valoir contre le syndic en lui disant « Pour ces motifs, nous allons demander à l'Assemblée générale de résilier votre contrat. » Donc vous voyez, finalement, cette jurisprudence qui protège le syndic a pour conséquence aujourd'hui de nous empêcher, j'allais dire en quelque sorte, de résilier le syndic librement. Puisque cette procédure de résiliation va être compliquée. Oui. Ne me parlez pas de l'ordonnance. Hein. Je ne vous entends pas. Résilier le contrat tous les ans? Non, non. Le contrat, il est passé pour une durée déterminée, qui est au maximum de 3 ans. Donc, s'il est passé pour 3 ans, vous ne pourrez pas le résilier au bout d'1 an, sauf à mettre en œuvre la procédure dans le cadre de l'ordonnance dont je ne parle pas. Oui. Maître, où peut-on trouver cette ordonnance dont vous ne voulez pas parler avec vos commentaires? Mes commentaires, je me les garde pour l'instant parce que c'est quand même, c'est du 30 octobre. Je vous précise, j'en ai 115 pages. Bon, mais par contre, demain matin à 8h30, à 9h30, vous avez une conférence qui est donnée sous la présidence d'Henri Buzicazo, à laquelle je participerai, sur les conséquences de l'ordonnance du 30 octobre, au salon. Donc ce sera une conférence complète sur le sujet, ce sera la première conférence complète sur le sujet. Voilà, en tout cas, cet arrêt est intéressant. Vous voyez comme quoi, finalement, cette jurisprudence va déboucher sur un texte. Puis alors, vous allez voir, hein, c'est pas de la tarte, ce texte. Alors, j'oubliais, parce que j'en parle pas, mais en plus, on pourra le résilier, alors là, sans indemnité, dans les 3 mois précédant la fin de son mandat. Mais là encore, selon une procédure compliquée, parce qu'il faut que le syndic qui veut pas, par exemple, le syndic a été élu et il ne veut pas être renouvelé. Ben, il faut qu'avant avant ces 3 mois, il informe le conseil syndical pour que celui-ci puisse faire la mise en concurrence. Et qu'après ça, on ait le temps quand même de convoquer l'Assemblée générale. Donc, non, écoutez, dans l'ordonnance dont je ne parlerai pas, il est dit, non, mais on m'a dit surtout ne parler que de mon sujet. Hein. Dans l'ordonnance dont je ne parlerai pas, il est dit que la mise en concurrence se fait à chaque désignation de syndic. C'est-à-dire qu'on revient à la loi Allure, puisque c'était la loi d'un certain Macron, si j'ai bonne mémoire, qui avait modifié le texte en disant ce sera seulement tous les 3 ans. Et bien là, on revient à l'idée, chaque désignation de syndic, pour moi je ne connais pas le renouvellement, hein, je connais que la désignation. Chaque désignation de syndic doit être précédée d'une mise en concurrence pour l'information des copropriétaires. Donc si ce n'est pas fait, ce n'est pas une cause de nullité de l'Assemblée générale. Et deuxièmement, on garde aussi l'idée de la dispense donnée au conseil syndical 1 an avant la date à laquelle le mandat de syndic devra faire l'objet d'un nouveau vote. Vous m'avez suivi? Tant mieux. Non, ça devient de plus en plus simple tout ça. Allez, j'ai encore un quart d'heure, oui? Bon, parce que je voudrais quand même vous me poser quelques questions. Ben voilà, c'était ça. La nullité du mandat syndic pour défaut d'ouverture de compte bancaire, c'est pas au nom du syndicat, et puis qu'il soit statué contradictoirement à l'égard du syndic, ça j'en ai déjà parlé. Que s'il est voté dans le temps. Je pense ce que j'ai voulu dire. Allez, on passe. Ah oui. Eh oui. C'est une bonne nouvelle pour le syndic. Le fait qu'il n'ait pas ouvert son compte bancaire séparé dans les 3 mois, c'est une faute. Mais les copropriétaires ne peuvent pas demander à titre individuel une indemnisation. Il n'y a que le syndicat qui peut demander réparation. Oui.
Dans l'ordonnance dont je ne parle pas, ils ont un peu réorganisé les délais de transmission des documents par le syndic sortant au profit du nouveau syndic. Ici, c'est dans la procédure actuelle. Vous savez qu'on ne peut pas contester, on ne peut pas, faire de procédure directement à l'encontre d'une personne qui est en règlement judiciaire ou en liquidation de biens. Alors l'ancien syndic a déposé le bilan. Son successeur lui dit, au terme de la loi, vous avez l'obligation de me remettre dans le délai d'1 mois tous les documents de la copropriété, dans le délai de 3 mois, le solde des fonds disponibles et les comptes. Le liquidateur dit, monsieur, action interdite, puisque le règlement judiciaire ou liquidation de biens interdit toute procédure contre la personne mise en règlement judiciaire ou liquidation de biens. Réponse de la Cour de cassation, non, ce n'est pas toute procédure qui est interdite, c'est toute procédure en paiement qui est interdite. Or, ce qu'on vous demande, ce n'est pas le paiement, puisque l'argent qu'on vous demande de nous donner, c'est celui de la copropriété, ce n'est pas le vôtre. Donc, vous ne pouvez pas refuser de transmettre les documents et les fonds au motif que vous êtes en redressement judiciaire ou au motif que vous êtes liquidateur d'une liquidation judiciaire. Ouais. Oui, ça c'est assez classique. Vous avez la clause d'aggravation des risques dans les règlements de copropriété. C'est le déménagement, moi, que je vois le plus souvent. Le copropriétaire déménage et l'ascenseur en prend un sacré coup. On fait intervenir immédiatement un réparateur et on envoie la facture au copropriétaire qui a déménagé. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce qu'on ne peut pas imputer d'office une dépense au copropriétaire. L'article 35 du décret de 67 nous dit que le syndic peut demander telle et telle somme. Il ne peut pas demander réparation des préjudices directement au copropriétaire. Eh bien là, c'est ce que dit la Cour de cassation. Le syndic n'a pas qualité pour imputer les travaux sur partie commune à un copropriétaire qu'il présume fautif. Ça se fait à l'amiable généralement. Ah oui, je vous disais que le syndic devait faire les travaux d'urgence. Il n'avait pas fermé la résidence là, dans le cas où on a mis le feu. Oui, mais s'il n'a pas d'argent. Alors là, je pose le problème parce que la Cour de cassation nous a rappelé une jurisprudence déjà ancienne. Le fait d'avancer les fonds au syndicat des copropriétaires est une faute pour le syndic, même en cas d'urgence, pour éviter un retard de chantier en l'occurrence. L'action en remboursement du syndicat contre le syndicat du syndic contre le syndicat des copropriétaires ne peut donc prospérer. Autrement dit, le syndic, pour arranger les copropriétaires et empêcher qu'ils ne payent beaucoup plus cher, a fait l'avance de sa poche des dépenses correspondant à la situation de l'entreprise. On ne le rembourse pas. Il a signé en paiement. Résultat, non monsieur, vous n'y avez pas droit parce que vous n'aviez pas le droit de faire l'avance. C'est intéressant quand même le droit. Bon, le mandat article 55, donc maintenant il n'y a plus de mandat article 55, c'est terminé depuis le mois de mars, donc c'est parfait. On continue. L'état daté incomplet. Responsabilité du syndic. Non, je rigole parce que, pardon. Vous savez qu'à l'heure actuelle, nous attendons avec impatience un décret qui doit fixer le montant maximum des honoraires que le syndic peut demander pour la rédaction de l'état daté. Vous savez, le fameux état daté dont j'ai parlé tout à l'heure, les renseignements que l'on donne au notaire sur les sommes que doit le copropriétaire vendeur, sur les sommes que le syndicat peut lui devoir et sur d'autres renseignements complémentaires. Eh bien, à propos des autres renseignements complémentaires, voilà un syndic qui a fait état dans l'état daté d'une procédure en disant le syndicat a été assigné à propos de non-respect des normes du parking. Or, l'assignation portait sur le non-respect des normes du parking et sur le défaut de ventilation du couloir des parkings. Si j'avais su qu'il y avait aussi la question de la ventilation, jamais j'aurais acheté. Alors, comme je ne le savais pas, et c'est de la faute du syndic. Et il ne pouvait pas l'ignorer puisqu'il a bien visé l'assignation en question dans l'état daté. Donc, il est responsable. Eh bien, c'est ce que dit la Cour de cassation. Il a manqué à son obligation, ne donnant qu'une information partielle,
insuffisante à donner une exacte connaissance de la situation aux éventuels acquéreurs de lot sur la procédure en cours. Donc, quand les syndics vous disent il y a le boulot qu'on fait dans le cadre de l'état d'été, mais il y a aussi la responsabilité qu'on prend, j'ai envie de dire, ben, c'est quand même assez vrai. Hein. Oui, généralement la responsabilité est une perte de chance. Plus fort. C'est juste pour annoncer que la prochaine conférence elle commence à 17h15 et qu'il est 17h07 et que... 18h15. J'ai encore un petit moment alors. Ah bon, d'accord. Ok. Très bien. Allez, on s'épêche. Bon, oui, la perte de chance, c'est un grand classique. J'ai commis une faute. Cette faute a entraîné un préjudice. Bien souvent, mon préjudice, c'est une perte de chance. Je pensais pouvoir louer mon appartement du fait de la non-réalisation des travaux, je n'ai pas pu le louer. Or, si je l'avais loué, je l'aurais loué 2500 € par mois. Ah oui, monsieur, mais ce n'est pas un préjudice direct, ce n'est qu'une perte de chance, perte de la possibilité de le louer. Et là, en l'occurrence, le juge du fond n'était pas allé de main morte, puisqu'il avait dit finalement, je ne retiens que 20% du montant des gains escomptés. Oui, bon, c'est le conseil syndical qui avait un peu poussé en maltraitant le gardien. Et le gardien avait assigné le syndic. Eh bien, c'est terminé. Voilà. Alors, des questions. Est-ce qu'on a un micro dans la salle? 5 minutes. Il dit 5 minutes de questions. Non, même pas. Même pas 5 minutes. Pas de questions. Alors, écoutez, je vous remercie de votre attention. Non, on ne peut pas, je suis désolé. Merci.